Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle page de l'actualité environnementale. Au sommaire, ce jeudi 30 novembre 2023 s'ouvre à Dubaï la 20e conférence des parties des Nations Unies sur les changements climatiques COP28. Quels sont les enjeux et les objectifs de cette 28e conférence? Les détails dans ce journal. Le continent africain est à la recherche de financement pour le bassin du Congo. Ce financement permettra de restaurer les terres dégradées du pays. Et puis, des chercheurs ont fait la découverte des baleines bleues, les plus gros mammifères du monde. À suivre dans un instant. La 28e conférence des parties des Nations Unies sur les changements climatiques COP28 sera sans doute l'une des plus importantes de l'histoire après la COP21 de 2015 en France. Le rendez-vous de Dubaï s'ouvre ce jeudi 30 novembre avec deux sujets phares. Le bilan mondial de l'accord de Paris et la finalisation du débat sur les fonds des pertes et dommages. Objectif, permettre un nouveau départ dans les relations entre Nord et Sud pour contrer ensemble le dérèglement climatique. Alessandra Adekonvi. Durant 12 jours de débats et de négociations, les représentants de 196 États et des plus hautes organisations internationales se prêtent à nouveau à ce jeu décisif pour l'avenir de la planète. L'enjeu est doublement majeur pour cette édition. D'abord parce que le premier bilan mondial visant à évaluer l'accord de Paris, adopté lors de la COP21 en 2015, y sera présenté pour une validation universelle. Ensuite, parce que les participants de Dubaï achèveront les discussions sur les détails du fonds pour les pertes et dommages, entériné en novembre 2022 dans le cadre de la COP27 en Égypte. Au sujet de l'accord de Paris, il sera question d'examiner en profondeur sa mise en œuvre par les 174 pays signataires. Or, 8 ans après le rendez-vous, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC estime que le rythme actuel mène tout droit vers plus de 3 degrés Celsius à la fin du siècle en cours. En effet, la transition énergétique est la solution universelle préconisée par les analystes au profit des énergies renouvelables. Sauf que bon nombre de pays ne sont pas prêts de renoncer au charbon, au pétrole et au gaz qui accentuent le réchauffement climatique. Et c'est le principal blocage de l'accord de Paris. Sur les 5 continents, les hydrocarbures dictent encore leur loi avec des niveaux de pollution toujours plus élevés. Toutefois, certaines nations ont investi massivement dans les centrales solaires et hydroélectriques depuis 2015. Leur effort dans la diversification du mix électrique devrait être souligné lors des assises de Dubaï dans le but d'inciter les retardataires à suivre le mouvement. Parlons toujours de la COP28, le sultan Al-Jaber, président de la COP28, qui est également patron de la principale compagnie pétrolière des Émirats arabes unis, aurait préparé des réunions d'affaires avec 27 gouvernements étrangers pour conclure des affaires en énergie fossile, selon une enquête de la BBC. L'équipe du sommet affirme néanmoins que les documents évoqués sont inexacts et non vérifiés. Retrouvons Léon Sabo dans ce commentaire. À quelques jours de la conférence de l'ONU sur le climat, des révélations embarrassantes sur le président de la COP28, le sultan Al-Jaber, font surface. Il aurait voulu utiliser son rôle dans l'événement pour conclure des marchés dans les énergies fossiles, selon une enquête de la BBC. Des rendez-vous d'affaires impliquant la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi ADNOC, dont le sultan est le PDG, auraient été prévus lors des réunions de la COP28 prévues du 30 novembre au 12 décembre 2023. La chaîne britannique s'appuie sur des documents collectés par des journalistes du Center for Climate Reporting. Ils les ont reçus grâce à un lanceur d'alerte anonyme et assurent leur authenticité. C'est une compilation de 150 pages préparée par l'équipe de la COP28 pour des réunions entre juillet et octobre 2023 en présence du sultan et ceci avec au moins 27 gouvernements étrangers, affirme la BBC. Ces documents montrent des points de discussion comme celui adressé à la Chine, selon lequel l'ADNOC aimerait évaluer conjointement des opportunités internationales dans le gaz liquéfié au Mozambique,
au Canada et en Australie, ainsi que d'autres négociations avec la Colombie. Toujours d'après la BBC, l'équipe du sommet n'a pas contesté ces dires, mais déclare que les réunions privées sont privées. L'un des porte-parole de la COP28 a répliqué que les documents évoqués dans l'article de la BBC sont erronés et n'ont pas été utilisés lors des rencontres. Il ajoute qu'il trouve décevant que la chaîne britannique utilise des documents non vérifiés. L'humanité toute entière fait face aux défis climatiques. Au Sahel, l'agroécologie est une alternative pour faire prospérer une agriculture durable. Respectueuse de l'environnement, elle permet de renforcer la sécurité alimentaire des communautés locales, protège les sols et est source de création d'emplois. Suivant. L'humanité doit faire face à des défis majeurs. Les activités humaines et l'évolution de la démographie ont engendré les changements climatiques, l'érosion des sols, la pollution et la dégradation des ressources naturelles. Au Sahel, l'agroécologie est au cœur des solutions à l'ensemble des pratiques agricoles. Cette agriculture, déjà en action, permet de préserver la biodiversité. Elle agit sur les cycles de la matière organique, permet de mieux utiliser l'eau disponible, de diminuer l'usage des intrants et de maîtriser les paysages dans le respect des processus écologiques naturels. L'association entre culture, élevage et forêt permet de retrouver la fertilité des terres et de renforcer la sécurité alimentaire des communautés locales. Partout dans le monde, l'agroécologie fait ses preuves et est au cœur de nombreuses politiques publiques, agriculture de proximité, élevage familial, pépinière, agroforesterie, production fourragère et la fixation des dunes. Toutes ces méthodes de production durable alimentent les filières commerciales et l'industrie agroalimentaire. En plus d'être au cœur de l'adaptation au changement climatique, l'agroécologie est au centre du défi de l'emploi et du développement économique au Sahel. Selon les estimations des experts, les rendements agricoles au Sahel diminueront jusqu'à 50% à l'horizon 2050 si rien n'est fait pour la maintenir en place. Il est urgent d'agir en pratiquant les actes éco-responsables afin de lutter contre les changements climatiques et de devenir un exemple pour une économie verte et durable. Les communes de la région de Ziguinchor, situées dans le sud du Sénégal, disposent désormais d'un capital humain apte à implémenter des projets dans la collecte et le recyclage des déchets solides. Regardez. Au Sénégal, un atelier de formation sur l'assainissement vient de se renfermer dans la région de Ziguinchor, située à 435 km de la capitale Dakar. Il était destiné à 95 agents communaux, notamment des municipalités de Niaguis. Les apprenants ont été outillés sur les méthodes de collecte et de recyclage des déchets solides dans ces zones balnéaires où les activités commerciales génèrent des tonnes de résidus industriels et alimentaires. Selon le projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal, cette initiative axée sur la salubrité contribuera au renforcement de l'attractivité économique du Sénégal. Les bénéficiaires de la formation seront en mesure de comprendre et d'assurer pleinement leurs fonctions et responsabilités afin que les déchets soient désormais des sources qui permettent de créer des emplois et de la richesse pour l'économie nationale. Depuis quelques années, le gouvernement sénégalais a placé l'hygiène et la salubrité au centre de sa politique territoriale avec notamment un investissement de 70 millions de francs CFA pour l'aménagement de points de collecte des déchets. En août 2023, le Promojet en a installé 29 dans la capitale sénégalaise avec pour objectif de faciliter l'acheminement des ordures ménagères vers les centres de traitement dédiés. L'Afrique est en quête de financement du bassin du Congo afin de protéger la biodiversité et de restaurer les terres dégradées du pays. Selon une étude, le bassin du Congo n'a reçu que 11% des flux financiers internationaux destinés à la protection et à la gestion durable des forêts dans les zones tropicales, contre 55% pour l'Asie du Sud-Est et 34% pour l'Amazonie. Plus de précisions dans le commentaire qui suit. Lors de la 15e conférence des Nations Unies sur la biodiversité COP15,
Tenue en décembre 2022 en Égypte, les pays d'Afrique, le Brésil, l'Inde et l'Indonésie ont exprimé leurs besoins financiers pour inverser la perte mondiale de la biodiversité, notamment la protection de 30% des terres et des mers, la réduction de moitié des pesticides et la restauration de 20 à 30% des terres dégradées. Ils réclament aux pays riches des subventions financières d'au moins 100 milliards de dollars par an ou 1% du PIB jusqu'en 2030. En attendant ces financements, la Commission climat du bassin du Congo, dont son fiduciaire, a mis en place des mécanismes interrégionaux pour la mobilisation des fonds. Le bassin du Congo abrite les plus grandes tourbières tropicales du monde aux côtés du Brésil et de l'Indonésie. La forêt marécageuse du bassin du Congo stocke approximativement 29 milliards de tonnes de carbone, soit l'équivalent de 3 années d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Le bassin du Congo s'étend sur la République démocratique du Congo, ainsi que sur le Congo, le Cameroun, la République centrafricaine, l'Angola, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Deuxième plus grande surface forestière au monde après la forêt amazonienne, le bassin du Congo occupe cependant la première place en termes de captation de carbone, ce qui fait de lui le premier poumon vert de la planète. Exterminé de ces îles depuis plus de 40 ans, le plus grand animal du monde s'y montre à nouveau. Des chercheurs ont annoncé avoir enregistré 5 observations des baleines bleues au cours des 5 dernières années. Preuve que les animaux peuvent se rétablir quand ils ne sont pas menacés ou massacrés par les hommes. Rafitou Mberikou. Découvert en 1960 au large des 115 îles tropicales des Seychelles, plus de 500 baleines bleues ont été exterminées par les chasseurs soviétiques. Environ 12 000 petites baleines bleues de l'océan Indien ont été également tuées, bien que la région soit devenue un sanctuaire pour les baleines à la fin des années 1970. Depuis ce temps, l'espèce n'y avait plus jamais été observée. Les baleines bleues peuvent atteindre 30 mètres de long pour un poids de 170 tonnes et sont les plus grands animaux ayant jamais existé. Malgré leur taille, le régime alimentaire des baleines bleues se compose principalement de minuscules krill. Leur durée de vie naturelle est comprise entre 80 et 90 ans. Ce qui est extraordinaire, c'est que les baleines bleues reviennent aux Seychelles depuis quelques années. Des chercheurs ont annoncé avoir enregistré 5 observations au cours des 5 dernières années. La présence des baleines a été confirmée par les observations visuelles et des enregistrements audio haute technologie de leur rugissement profond sous-marin. Cela prouve que si l'homme décide d'arrêter de tuer des animaux à grande échelle et qu'on leur donne une chance de se rétablir, ils peuvent se rétablir. En effet, bien que le nombre de baleines bleues soit considéré comme étant en voie de rétablissement depuis que la Commission baleinière internationale a accepté de suspendre la chasse commerciale à la baleine en 1982, plusieurs menaces subsistent. Les collisions avec des navires circulant à grande vitesse sont connues pour tuer et blesser plusieurs espèces de baleines, y compris les baleines bleues. Le bruit océanique, la pollution, le changement climatique et l'enchevêtrement dans les filets et les pièges de pêche sont également considérés comme ayant un impact sur ces animaux. Aussi appelés rorquals bleus, les baleines bleues sont non seulement les plus grands mammifères connus à ce jour, mais elles sont également les plus gros animaux vivant sur Terre. Le gouvernement brésilien a présenté l'idée d'un fonds international pour préserver les forêts aux autres membres de l'organisation du traité de coopération amazonienne. Le Brésil partage avec 7 autres pays la plus grande forêt tropicale au monde. Léon Sabo nous en dit plus. Le menu de la COP28 se corse peu à peu. Le président brésilien Lula da Silva proposera à cet effet la création d'un fonds qui sera destiné à préserver les forêts tropicales des environ 80 pays. C'est ce qu'a déclaré la ministre brésilienne de l'Environnement. Marina da Silva
a aussi présenté en quoi consistait l'initiative en expliquant que c'était un mécanisme de paiement par forêt sur pied, par hectare, pour aider à protéger les forêts tropicales des 80 pays. Il faut rappeler que le bloc socio-environnemental de l'Organisation du traité de coopération amazonienne s'étend sur le Brésil, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Guyana, le Pérou, le Suriname et le Venezuela. Un autre plan visant à augmenter la surface agricole du Brésil sans déforestation via la conversion des terres de pâturage sera également présenté à la conférence climatique, a souligné Roberto Perosa, le secrétaire en charge du commerce et des relations internationales du ministère de l'Agriculture. Le gouvernement brésilien compte investir 120 milliards de dollars en 10 ans pour étendre les zones de culture qui passeraient de 65 à 105 millions d'hectares sans déforestation. En France, les 50 sites industriels les plus émetteurs de CO2 visent une réduction de leur RG de 45% d'ici 2030. En ce sens, ces derniers ont signé les contrats de transition écologique au Salon des maires de France. La facture de la décarbonisation de tous ces sites est estimée à 50 milliards d'euros selon les détails donnés par la première ministre Elisabeth Borne. Rafitou Mberikou. En vue d'améliorer leur bilan carbone d'ici 2030, 50 sites industriels français les plus émetteurs de CO2 devraient investir une somme colossale de 50 à 70 milliards d'euros. C'est le bilan tiré des feuilles de route gouvernementales visant à avancer sur le chemin de la décarbonation de ces sites industriels. Ce mouvement avait été initié par le président français Emmanuel Macron en novembre 2022, demandant aux représentants de ces sites de diviser par 2 leurs émissions en 10 ans en échange d'un soutien massif de l'État. C'est dans cette dynamique que ces derniers se sont retrouvés mercredi dernier au Salon des maires de France pour signer les contrats de transition écologique en présence de la première ministre Elisabeth Borne, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, et Roland Lescure, ministre délégué en charge de l'industrie. Une fois réalisés, ces contrats devraient permettre une production des émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici à 2030, ce qui permettra la division par 2 en 10 ans, soit d'ici à 2032. Cet effort sur les sites industriels les plus émetteurs aura un impact sur l'ensemble de la France. L'industrie dans son ensemble émet 20% de CO2 français alors qu'elle ne représente que 11% du PIB. Les 50 sites les plus émetteurs représentent la moitié des émissions de l'industrie dans son ensemble. Au total, ils représentent pas moins de 12% des émissions françaises de CO2. Faire un effort particulier sur ces sites a donc du sens pour avoir un effet maximal. Ceux-ci appartiennent à 4 grands secteurs: la chimie, la métallurgie, les matériaux de construction et l'agro-industrie. Pour l'industrie, 2030, c'est déjà demain. Dans la course pour faire baisser les émissions de CO2, il n'y a pas une seule solution, mais il faudra utiliser un ensemble de technologies différentes, a expliqué Philippe Merino, vice-président d'Air Liquide en charge de l'ingénierie. La volonté des industriels est forte et ces contrats montrent le chemin à parcourir. Les industriels doivent pouvoir se projeter, avoir de la visibilité. C'est ce que ces feuilles de route vont permettre, a expliqué du côté de Bercy. Elles permettront également de comprendre du côté de l'État ce qui doit être mis en place dans le futur pour voir ces trajectoires de décarbonation devenir réalité, car ces contrats de transition écologique manquent en effet d'engagement ferme. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Grand TV International.